On a déjà un bon exemple des sujets qui vont nous occuper, puisqu'on va à la fois parler de l'espoir et de la limite. Alors la limite, là, on vient d'en avoir un exemple. On est passé d'un débat à un autre. Qu'est-ce qui introduit une limite entre le flux continu des débats? Voilà déjà une question qu'on pourra se poser. Alors, deux invités d'honneur. Vous avez la présentation de ces deux invités dans le programme. Donc, pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas vous relire ce qui est écrit dans le programme. Monique Atlan a été longtemps rédactrice en chef à Antenne 2. Elle a produit de nombreuses émissions. Et Roger Poldroy, on dit qu'il a écrit beaucoup de livres, qu'il est normalien, qu'il est agrégé, docteur en philosophie. Il a occupé de nombreuses fonctions, mais ce qui les caractérise, si je puis dire, je sais qu'ils écrivent aussi des livres ensemble, des livres d'une clarté absolue, qui ne sont pas bêtement pédagogiques, qui n'essayent pas de donner la leçon, mais qui essayent de faire réfléchir. De faire réfléchir, bon, vous avez vu, cette année, le thème du salon, c'est l'espoir. C'est comme l'espoir, point d'interrogation. Vous avez 3 heures pour traiter la question. Mais c'est quelque chose qui va se raccorder, vous allez voir comment, au deuxième livre qui, lui, est sur la limite. Alors, comment introduire ? D'abord par une question simple à Monique Atlan. L'espoir, l'espérance, disons, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est le mieux mis en avant, premièrement. Deuxièmement, c'est une notion qui, dans la philosophie, mais pas simplement dans la philosophie, dans la littérature, à part l'espoir d'André Malraux qui date de 1937, mais dans le cours, disons, de l'histoire de la philosophie, ce n'est pas une catégorie centrale. Vous allez rencontrer dans l'Antiquité des sceptiques, vous allez rencontrer pendant la période classique avec Pascal des gens qui vont placer l'espoir au-delà de la vie, donc après la mort, etc., etc. Et dans le débat contemporain, c'est peut-être par là que nous allons commencer, il est vrai que l'espoir, c'est pas ce qui... L'espoir, l'espérance, d'ailleurs le français fait la distinction, Monique va nous expliquer pourquoi, et ce n'est pas une catégorie particulièrement populaire. Je dis populaire parce que, vous savez, Diderot disait, il avait raison, il faut rendre la philosophie populaire, à une époque où elle l'était, puisque les philosophes français écrivaient dans un langage que tout le monde pouvait comprendre. Alors Monique, pourquoi l'espoir n'est pas, et je ne dirais pas est un peu ringard, ça serait vulgaire, mais pourquoi n'est pas une catégorie centrale, disons, aujourd'hui ? En fait, c'est un petit peu plus compliqué que cela, dans la mesure où ce qui a provoqué l'envie d'aller voir, d'aller creuser cette notion, c'était il y a 5 ans déjà pour ce livre, c'était un sondage qui nous avait beaucoup intrigués, un sondage au niveau européen, mais depuis, ces sondages continuent et ils donnent toujours le même type de chiffres. C'est qu'en fait, les Français sont parmi les plus pessimistes concernant l'avenir, beaucoup plus que certains pays qui sont actuellement en guerre. Et on a été frappé par ce constat. Mais ce qui était encore plus intriguant dans ces sondages, et on les retrouve toujours, cette question se retrouve toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y avait un décalage à l'intérieur même des réponses concernant le pessimisme pour l'avenir des Français concernant la France, mais dès qu'on leur demandait dans ce même sondage si pour eux ça allait, ils disaient oui, pour moi ça va. Donc il y avait un décalage entre la notion de sentiment personnel et d'espoir au niveau personnel et l'espoir au niveau collectif, c'est-à-dire ce déclin d'un espoir vécu tous ensemble au niveau d'un pays
qu'on sent en déshérence. Et évidemment, ça n'est pas aujourd'hui où les discours déclinistes, où les prophètes de malheur se croisent et se multiplient, qu'on peut imaginer avoir une pensée positive sur l'espoir. Et c'est contre cela, et pour explorer cette notion qu'on a eu envie de tenter ce qu'on pourrait appeler un dégrippage philosophique. Parce que vous l'avez dit, Philippe, effectivement, et Roger Paul va y insister, l'espoir n'a pas beaucoup intéressé les philosophes tout au long des siècles. Donc, il s'agissait pour nous d'aller faire un tour pour voir dans quelle mesure cette notion n'était non seulement pas ringarde, mais génératrice de quelque chose d'énergétique, parce que finalement, on en a une évidence intime, tous autant que nous sommes, il n'est pas possible d'imaginer une vie, chacun de nous, sans fonder des espoirs, se donner des espoirs, et rêver d'espoir. Donc c'est effectivement ce décalage entre cette absence de récit collectif au niveau de l'espoir et ce qui quand même est notre matrice énergétique qui nous fait vivre. Je termine en disant que n'oubliez pas que Bergson disait « ni les dieux ni les animaux n'espèrent ». Les dieux ont l'éternité, ils n'ont pas de questions particulières à ce niveau-là, et les animaux n'ont pas la pensée critique. Donc, au bout du compte, ça veut dire que l'espoir, c'est éminemment la condition humaine. Mais c'est vrai que des interrogations subsistent sur pourquoi il y a si peu d'intérêt autour de l'espoir. Alors, Roger Paul Droit, pourquoi ce différent, disons, entre l'espoir individuel et l'espoir collectif qui signerait un certain désaveu contemporain? Oui, il y a toutes sortes de paradoxes finalement autour de l'idée d'espoir, parce que nous avons tous des espoirs personnels pour nous, pour nos enfants, pour nos proches, et une sorte d'absence, de panne, d'éclipse de l'espoir collectif, horizon politique, horizon pour l'humanité, horizon pour un pays, à 10, 20 ou 30 ans, qui paraît de plus en plus opaque ou même terrifiant ou menaçant. Alors ce qu'on a voulu essayer de faire dans ce livre, c'est finalement de réexaminer l'idée même d'espoir pour peut-être tenter de débloquer cette situation ou ces paradoxes. Parce que ce qui s'est passé depuis le XXe siècle, c'est que l'espoir de plus en plus est devenu un peu la marque d'une naïveté, comme si c'était ingénu, comme si c'était un peu bébête, finalement, d'entretenir un espoir. Avec, je crois, un poids de l'histoire qu'il faut rappeler en deux mots, c'est la disparition de l'idée de progrès avec un grand P. C'est-à-dire que ce qui est né avec le siècle des Lumières, avec la révolution industrielle du XIXe siècle, c'était l'idée que finalement tout, c'est ça le progrès avec un grand P, tous les petits progrès allaient dans le même sens et marchaient grosso modo la main dans la main. Plus on progressait dans les sciences, plus on allait progresser dans l'éducation, dans le confort, dans la morale, dans la politique, dans la démocratie, dans la civilisation. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé 2 guerres mondiales en Europe. Il s'est passé, évidemment, aussi la Shoah, Hiroshima, le Goulag, et toutes sortes de choses qui tenaient le progrès, la science et ses avancées, se sont retournées. On s'est aperçu que la science ne protégeait pas de la barbarie et que le peuple qui était le plus instruit et le plus philosophe d'Europe, qui était le peuple allemand, a aussi laissé ou abrité le nazisme. Et toutes ces choses-là, si vous voulez, Hiroshima qui retourne aussi l'idée de science en menace, a progressivement instillé l'idée que le progrès, ça n'existait pas et que même l'espérance, c'était ringard, on nous la fera plus, on ne sera pas dupe, les lendemains qui chantent, ça n'existe pas. Voilà. Précisément, Roger Paul Droit, je disais qu'il y avait un certain désaveu contemporain, vous venez de l'expliquer pourquoi, au regard de cette catégorie, de cette notion de l'espoir. Mais alors, il y a quand même des gens qui ont connu tout ce que vous avez énoncé, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, etc. etc.
Ernst Bloch, par exemple, qui a écrit Le Principe Espérance, il est mort à 90 ans passés, et jusqu'au bout, il a maintenu son principe Espérance. Alors c'est celui qui est le contre-exemple magnifique et d'une certaine manière absolue. Il commence en 49, il publie en 59 un énorme livre un peu échevelé, 1600 pages, Le Principe Espérance, mais après la Shoah, après la guerre mondiale, après le Goulag, avec cette idée... Il est viré d'Allemagne de l'Est. Oui, bien sûr, mais avec cette idée, je crois, profondément forte, que l'espoir, c'est le moteur de l'histoire et de l'action humaine, à condition évidemment de repenser cette idée, de ne pas croire que c'est des illusions vers lesquelles on marche, mais il y a pour Ernst Bloch de l'espoir tant que tout n'est pas achevé. Dès qu'il y a de l'inachevé, et l'histoire humaine, elle est toujours inachevée, alors il existe la possibilité d'un espoir qui est quoi? L'amélioration de l'avenir. On peut encore travailler à améliorer l'avenir tant que tout n'est pas foutu. Et Dante, le grand poète italien, met à la porte de l'enfer, dans la Divine Comédie, « Si tu entres ici, abandonne tout espoir ». C'est la définition de l'enfer, parce que dans l'enfer, on est damné, dans la croyance chrétienne, de façon éternelle. S'il n'y a pas d'acte 2, si rien ne bouge, alors s'il n'y a plus d'histoire, si nous sommes à la fin et foutu, il n'y a plus d'espoir. Mais dès qu'il y a encore un lendemain, il y a de l'espoir qui reste. Et puis, Monique Cattelan, pardon. Oui, je crois qu'il faut aussi insister sur ce renversement que fait Ernst Bloch, c'est-à-dire qui va à l'encontre, au fond, de toute la tentation philosophique occidentale, à savoir de... Qu'est-ce qu'a fait la philosophie? C'est d'abord et avant tout se questionner sur l'individu et sa mort. Hein, de mettre au centre cette réflexion de comment on fait pour vivre et comment on fait face à la mort. Et au fond, c'est ce que récusent Ernst Bloch et d'autres philosophes après lui, comme Emmanuel Lévinas et d'autres, c'est de remplacer cette équation de l'individu face à la mort par celle de la transmission de génération en génération, c'est-à-dire de mettre au principe du centre de la philosophie le vivant. Mais le vivant, pas seulement pour soi-même, mais pour les générations qui arrivent. Donc c'est effectivement une histoire de flambeau qu'on se transmet dans génération, et donc ça colore l'idée de l'espoir, d'une ouverture, d'une possibilité beaucoup plus large, puisqu'il ne s'agit pas de seulement mon espoir qui se clôture, qui se limite avec la mort, mais bien un espoir qui se transmet et qui peut s'élaborer de génération en génération. Mais, ouais. Alors, l'espoir, donc, si je vous entends bien, est contagieux, hein, comme le pessimisme est contagieux, et l'espoir serait contagieux. Alors, pour faire un lien avec le prochain livre, le prochain thème, c'est celui de la limite. Le lien, il est évident. Vous réinvestissez à chaque fois une notion qui paraît soit oubliée, soit désuète, soit maltraitée, soit mal considérée, etc., etc. Et là, la deuxième notion, après l'espoir, c'est celle de limite, c'est-à-dire face à la tentation de les limiter, disons, aux frontières qui aujourd'hui sont de plus en plus poreuses, l'homme, l'animal, l'homme, la machine, etc., face à cette fluidité de la circulation des produits, de la marchandise, des médias, etc., etc., vous réintroduisez l'idée de limite, avec d'abord un point de vue moral qu'on peut résumer par la très belle formule d'Albert Camus dans Le Premier Homme, un homme, ça s'empêche, un homme, ça s'empêche, et puis aussi d'un point de vue alors plus philosophique, plus éthique, qui est l'idée selon laquelle la limite, c'est un véritable opérateur de pensée. Si on n'avait pas de limite dans nos manières de parler, dans nos savoir-faire, dans nos savoir-vivre, etc., il n'y aurait plus de relations humaines possibles. Donc la limite est constitutive même, disons, de notre être ensemble. Alors, qui veut commencer sur cette question de la limite? Puisque là, c'est le dernier livre, c'est celui qui vient d'arriver en librairie. Monique Cattelan. Écoutez, en fait, c'est vrai qu'on a fait ce constat
et qu'on a voulu mettre en forme de façon un peu comme ça schématisée, en inventant deux personnages qui seraient Homo illimitatus, celui que vous avez décrit, qui est nomade, qui est fluide, qui est mondialisé, qui est pour la fusion de l'homme et de la nature, la fusion de l'homme avec l'animal, la fusion de l'homme avec la machine. Et puis, comme en réaction très forte, l'homo limitant, celui qui a peur de tout ça et qui réagit très fortement, terriblement fortement, en rappelant la nécessité des murs, des frontières, ou d'une écologie qu'on pourrait qualifier de punitive, de la décroissance, d'un sentiment de limite très forte. Et en fait, au début, on se disait, tiens, ce sont les frères opposés, et on s'est rendu compte que ces frères opposés étaient des frères jumeaux, parce que ce qu'ils ont en tout cas en commun, c'est d'avoir cette logique tout à fait du tout ou rien, si vous voulez, c'est-à-dire une radicalité, une intensité dans le rapport aux limites qui est enlever toutes les limites vécues comme un carcan dont il faut se défaire, ou toutes les limites posées pour se protéger. Et en fait, il faut bien faire attention que cette tentation, c'est bien celle de l'effacement des limites. Nous ne pensons pas qu'il n'est pas possible de dépasser les limites, parce que quand on dépasse une limite, comme un sportif qui bat son propre record, il s'appuie sur la limite précédente, il ne nie pas les limites, il veut les dépasser. Tandis que ce qu'on ressent actuellement, c'est cette tentation de vouloir effacer complètement les limites. Et contre cela, effectivement, nous pensons, et je vais laisser Roger Paul en parler, que la limite est la condition même du vivant. Donc, c'est paraît difficile de s'en abstraire. Roger Paul. Effectivement, l'époque que nous vivons, elle est caractérisée par ce que Monique décrivait de cette crise des limites, cette opposition apparente, mais derrière cela, il y a, je crois, un grand fantasme particulier d'effacer les limites, de les gommer complètement. Ce n'est pas du tout la même chose que de vouloir les dépasser. Et dans le livre, on fait une sorte de retour arrière sur l'histoire des attitudes envers les limites, des représentations. On ne va pas écrire, et surtout même en 3 minutes, une histoire de la notion de limite à travers les âges et les civilisations, mais en Occident, des Grecs jusqu'à nous, il y a 3 étapes qu'on peut schématiser. La première, c'est celle du monde de l'Antiquité. Il est marqué par le respect des limites. Les limites, pour les Grecs, pour les Romains, ce sont des choses valeureuses. J'ai presque envie de dire glorieuses, à construire. Qu'est-ce qu'ils veulent combattre? Ce que les Grecs appelaient hubris, c'est-à-dire la démesure. Le fait de ne plus s'arrêter de tuer. Alors, Ajax, par exemple, chez Homère, il tue ses adversaires, mais au bout d'un moment, il est emporté par une sorte de fureur qui fait qu'il continue à poignarder ceux ou à battre à de l'épée ceux qui sont déjà morts. Vous voyez, l'emportement comme ça du désir, ça c'est la démesure. Contre cela, il faut pour les Grecs des limites partout, dans la cité, dans la politique, dans la morale, dans la façon de se comporter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transgression, ça ne veut pas dire qu'ils y arrivaient toujours, mais ils valorisent cette idée de limite. Et pour les construire, c'est un vrai travail, et pour les appliquer, les respecter, c'est glorieux aussi. Le paysage change complètement à partir de la Renaissance et des temps modernes. C'est plus le respect des limites qui compte, c'est leur dépassement. Une illustration de cette bascule, les colonnes d'Hercule, qui pour nous sont le détroit de Gibraltar. Dans l'Antiquité, il y avait marqué, dit-on, dit la légende, sur ces colonnes, nec plus ultra. Pas plus loin que ça. On ne s'aventurait pas sur l'océan infini, on restait dans la Méditerranée bien balisée et les limites géographiques. Et un auteur britannique, Francis Bacon, au XVIIe siècle, qui fait l'éloge de l'expérience, de la raison, de la science conquérante, eh bien, il met au frontispice de son livre des caravelles avec plus ultra, toujours plus loin, qui s'en vont sur l'océan infini. Il y a l'idée qu'il va falloir aller de conquête en conquête, de dépassement des limites en dépassement des limites, et c'est évidemment, je fais court, l'expansion de l'industrie, du capitalisme. C'est le fait aussi que
les mœurs et les façons de vivre progressent en brisant des tabous anciens, que l'art progresse en brisant des normes esthétiques. Et il s'agit toujours de dépasser. Et puis, il faut bien comprendre et garder en tête que ce dépassement n'est pas un effacement. Comme le sportif qui bat un record, la limite doit être marquée pour qu'on continue à dépasser. Et donc, ce qui caractérise les temps tout à fait récents, ça commence, disons, en gros, vers le milieu du XXe siècle, et ces dernières décennies, l'effacement, c'est encore autre chose. C'est plus de limite du tout nulle part. C'est la manière de vouloir finalement tout rendre fluide, fusionnel, et on changerait de genre comme on changerait de lieu, de pays, de travail, d'identité, constamment. Et contre ça, et on reboucle la boucle, contre ça, il y a ceux qui veulent remettre des frontières rigides partout. Et on s'est dit, ce qui ne va pas là-dedans, c'est qu'on oublie la richesse, la complexité, la subtilité, même la force vitale de l'idée de limite, en la pensant comme une barrière. Monique Atlan. Et c'est vrai, je voudrais ajouter qu'on pense souvent la limite comme traçant des séparations entre des pays, entre des mots de la phrase, entre des sons, entre des cellules. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est la séparation qui est la condition du vivant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la différenciation des cellules qui permet le fonctionnement corporel. C'est la différenciation entre les sons, entre les mots d'une phrase qui permet qu'elle prenne sens. C'est la différenciation entre les pays qui permet de communiquer entre nous. Parce qu'effectivement, c'est la séparation qui va être la cause de la limite étant la trace de cette séparation. Mais cette limite ne sert pas seulement à enfermer, elle est à son tour la condition pour qu'on se mette en relation. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, par exemple, d'échange entre vous et moi s'il n'y a pas l'espace entre nous pour faire cet échange. Et la limite, c'est un peu ça. C'est-à-dire, au lieu de l'imaginer, comme vous savez, comme la ligne blanche sur l'autoroute claire et qu'il faut évidemment respecter, la limite, c'est un espace de négociation. Vous avez bien vu, par exemple, toujours sur l'image des autoroutes, les discussions sans fin qu'il peut y avoir sur la limitation de vitesse. Alors on dit 100, après on dit 80, on peut dire 30. Ça veut dire que les limites peuvent être, sauf certains tabous qui concernent toute l'humanité, l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, qui même posent question dans leur application. La limite, c'est d'abord un espace un peu mouvant où se jouent des négociations, mais qui sont la condition même de notre possibilité d'être les uns en relation avec les autres. Alors, Roger Paul Droit, vous allez presque... Non, on a encore 5 minutes. Mais vous parlez de politique des limites à la fin de votre livre. Vous allez peut-être rebondir là-dessus et vous allez dire ce que vous vouliez dire. Et puis, je voudrais qu'on distingue un peu les registres. Par exemple, la limite par rapport à la conquête de l'espace. Vous avez vu Thomas Pesquet, comment il a été reçu, etc. Puis comment on se projette maintenant après la Lune, Mars, etc. Bon, mais par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a quand même, sur le plan scientifique et technique, une chose, sur le plan réchauffement climatique, encore autre chose, parce que là, c'est de l'autocontrainte. Comment réintroduire de la limite? Et sur le plan de l'éthique, ce que vous formulez très bien quand vous dites que la limite, c'est un filtre. Et vous prenez une image qui est très parlante, enfin, c'est comme un percolateur, quoi. Ça permet de filtrer au sens littéral du terme. Donc, comment réunir tous ces aspects, si j'ose dire, Roger Paul Droit? Je ne sais pas si je vais arriver en 3 minutes à réunir tous les aspects, mais très vite, effectivement, contre l'idée de la limite barrière, étanche, rigide, nous plaidons plutôt pour l'idée d'une limite qui serait, comme dans les machines à café, le percolateur, une limite filtre, qui ne laisse pas tout passer, mais qui n'est pas rigoureusement étanche, une limite qui est un espace plutôt, et surtout, je crois que pour parler d'une politique des limites, il faut se dire que la politique, c'est une affaire de rapport de force peut-être, mais aussi de négociation, de discussion, de compromis, de discussion à plusieurs. Et donc,
c'est des décisions collectives, et il faut bien comprendre que les limites peuvent être à la fois absolument indispensables et en même temps négociables et mobiles. Exemple très simple de la limite de vitesse, tout le monde est d'accord qu'il faut une limite de vitesse sur la route, qu'on ne peut pas laisser tout le monde rouler n'importe comment. Bon, mais cette limitation, elle est à discuter, presque, voilà, selon les circonstances, les cas par cas. De la même manière, il faut une limite d'âge au consentement à avoir des rapports sexuels. Mais on peut aussi discuter de savoir si c'est 15, 16, 13, enfin je ne sais pas. Voilà, on peut à la fois avoir une limite éthique, et les comités d'éthique, j'ai été pendant 6 ans au comité consultatif national d'éthique, donc j'en sais quelque chose. Il faut qu'on puisse poser des bornes, mais on discute de ces bornes. Elles ne sont pas, d'une part, données une fois pour toutes, elles ne sont pas forcément fixées par la nature, elles sont instaurées et instituées par nous, et elles peuvent être à la fois indispensables et négociables. Monique, vous voulez rajouter un mot? Oui, vous parliez de l'aspect éthique. Effectivement, vous avez rappelé « Un homme, ça s'empêche » de Camus, cette phrase que tout le monde connaît, qui rappelle cette idée que oui, on a le droit de faire la guerre. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est, comme dans ce texte, torturer un cadavre. Hein, il s'agissait de ça. Donc, de mutiler un cadavre. Donc, effectivement, en matière éthique aussi, il est décisif de poser des limites pour différencier ce qui est tolérable de l'intolérable. Et effectivement, ce sur quoi nous insistons, c'est sur cette idée de reprendre en charge cette idée de limite, de la pensée, pour ne pas accepter un monde qui serait tout à fait indifférencié, où plus aucune limite ne soit posée. Pourquoi ? Parce que le risque est très grand, dans tous les cas, de participer à l'exclusion des autres. Hein. C'est soit on est tous les mêmes, et on arrive à une sorte de mêmeté, tout le monde est le même que l'autre, et donc ça exclut l'idée même de l'autre, soit on dresse des murs, des frontières, et on exclut carrément les autres. Donc dans les deux cas, il y a ce risque majeur, à mon avis, qui est, si on ne pose pas de limite, alors paradoxalement, on exclut les autres, et on se retrouve absolument séparés et solitaires. Il nous reste 1 minute. Quelle place vous accordez à la transgression une fois posée cette thématique et cette problématique? La place de la transgression, elle reste, avec parfois des paradoxes. Je pense à la fin du XVIIIe siècle, Sade, qui est parfaitement athée, pour continuer à blasphémer, il dit à un moment « Je voudrais que Dieu existe pour pouvoir l'injurier ». Oui. C'est-à-dire que la transgression, elle suppose la limite aussi, et même le maintien de limites des fois fictives pour aller au-delà. Mais la conclusion d'un mot, ce serait, à notre avis, je crois, on peut absolument tout faire, je pense, avec les limites, les poser, les déplacer, les dépasser, les respecter, parfois les transgresser, mais on ne peut pas, comme notre époque parfois tend à vouloir le rêver, les effacer toutes pour les faire entièrement disparaître. En tout cas, on peut faire avec la limite une chose, écrire 2 livres à 2, d'une clarté absolue, hein, et c'est pas de la serpillière, hein, c'est une manière de dire que lutter contre la confusion, c'est aussi accepter cette idée de limite, c'est-à-dire de pouvoir introduire une véritable clarté, une construction langagière qui est centrale. Merci à vous. Merci.